Je pensais avoir vidé la carte sur mon ordi et j'ai formaté les rushs sur le boîtier. Et puis après, le drone il se crache et je dis oh putain, en plus c'était le tout début du tournage. J'ai passé tout mon confinement, tous les matins à me mettre sur la formation, à regarder module par module. Je pense que quand on débute, faut pas s'embêter à packager des offres parce qu'on sait pas le besoin des clients. Par exemple au début je facturais à l'heure, maintenant c'est plus du tout le cas, je facture à la journée. Je trouve pas de clients, j'ai du mal, je démarche et puis ça prend pas. Je me suis mis au phoning. Oh, ah ouais? Et ça marche? Donc faut jamais s'arrêter à un nom, on n'a pas besoin de vidéo. Moi j'ai déjà dit ouais on verra en post-prod. Ah mais tant que t'es là, on pourrait faire ça en plus, etc. Ouais mais c'est pas ce qui a été forcément dealé en amont. C'est toujours compliqué hein, quand tu commences tout juste, t'as pas d'expérience passée. Salut tout le monde, c'est Ewen Degrain et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre podcast en off. On avait envie de lancer un podcast pour discuter avec des vidéastes, des gens qui travaillent dans l'audiovisuel, dans le marketing, pour parler de plein de sujets, puisque sur la chaîne Grain, on accompagne les vidéastes à devenir professionnels, ou en tout cas à augmenter la qualité de leur contenu. On parle de matériel, de réglage, de tournage. On a aussi pas mal de contenu sur les réseaux et on a voulu ajouter l'option podcast à ce qu'on vous propose pour avoir des discussions un petit peu plus posées. Donc aujourd'hui, je suis avec deux invités, Constance et Victor, et on va parler vidéo, on va parler business, on va parler d'un petit peu de tout. L'idée, c'est vraiment d'avoir une petite discussion tranquille. Donc voilà, je vais pas parler beaucoup plus et je vais laisser Constance et Victor se présenter. J'ai prévu une petite manière de se présenter, histoire de briser un petit peu la glace et d'être un peu plus dans l'échange tranquille. J'ai simplement que vous vous présentiez rapidement, depuis quand vous faites de la vidéo, quel type de client vous accompagnez pour qu'on voit un petit peu dans quelle niche vous évoluez. Et il y a une petite chose que j'aimerais savoir, que j'aime bien savoir un petit peu quand on fait de la vidéo depuis pas mal de temps, c'est est-ce que vous avez déjà eu des galères sur des tournages? Je pense que oui. Mais laquelle vous marque le plus parce qu'elle est un peu la plus honteuse ou la plus cocasse, un peu. Enfin voilà. Je peux vous donner la mienne si vous voulez, comme ça vous voyez un peu jusqu'où on peut aller. J'ai tout simplement supprimé les rushs d'un festival. Enfin, j'étais en concert, l'artiste, la tête d'affiche, genre elle était partout en haut de l'affiche, c'était Célassou. J'ai formaté ma carte en pensant avoir backup mes rushs, pas du tout. On va voir le client en lui disant en fait, tu vois ta tête d'affiche que t'as payé un peu cher. Malheureusement, les rushs, je les aurais pas dans l'aftermovie, j'aurais tout le reste, mais pas elle. C'est que t'as supprimé les rushs directement sur le boîtier? Ou t'as formaté? Bah en fait, je pensais avoir vidé la carte sur mon ordi et j'ai formaté les rushs sur le boîtier, et puis après. Pourquoi j'ai pas de dossier Célassou? Bah du coup, faut. Bon après je me suis dit j'étais payé 450 € pour faire 10 jours de travail, donc je me dis. Ouais. L'un dans l'autre, Finalement t'as gagné de l'argent. Ouais, mais bon voilà, c'est toujours faire gaffe de backup ça, mais voilà, j'y repense. Je me dis voilà, c'est les tout premiers contrastes en 2018, donc c'est les toutes premières années en tant que vidéaste, mais dur d'aller voir le client et de lui dire ouais tu vois le plus important, on je l'ai pas. Voilà, je vous ai donné la mienne, je vous laisse la main. Commencez qui vous voulez. Ça marche. Vas-y. J'y vais. Allez. Alors moi c'est Victor, j'ai 26 ans, je suis vidéaste depuis 4 ans maintenant. Donc je me suis formé via l'école Grain. Donc je crois que je devais être la première promo, ça devait être en novembre 2020 il me semble. Et donc donc ça fait 4 ans que j'en fais, que je me forme continuellement, bref. Et depuis vraiment 3 ans de manière professionnelle. Et moi, mes clients, c'est plus des PME, donc vraiment domaine corporate, interview, etc. Et voilà, j'aimerais bien me spécialiser un peu plus dans les films de marque, notamment commercial, publicité, etc. Mais pour le moment, je suis plus dans le côté corporate parce que via mes expériences passées, mes clients sont dans ce secteur. Et donc, au fur et à mesure, je me suis spécialisé logiquement là-dedans parce que c'est où... par ma localisation, donc moi je viens de Poitiers, et donc c'est vraiment le plus où il y a où il y a cette clientèle-là qui est plus présente dans ce domaine. Par exemple, si j'avais été, je sais pas, à Chamonix, dans les Alpes, ça aurait été plus l'outdoor ou quoi. Mais là, de fait de ma localisation, c'est plus dans ce domaine. Et puis c'est un secteur où il y a beaucoup de demandes, qu'importe le secteur de l'activité de l'entreprise. Je pense que c'est quand même le corporate, c'est un peu le secteur où il y a le plus de budget parce que toutes les entreprises veulent communiquer sur leur image, leurs valeurs, leurs produits. Donc ouais, c'est un bon secteur, je pense, aussi pour commencer avant d'aller se nicher. C'est ça. Donc voilà, je crois qu'on est bon. Non, t'as zappé ta petite anecdote. Ah putain. Oui. Et oui, non, je vais pas te louper. Hein. On veut l'anecdote. On veut savoir. Oui, j'avais une presta drone, donc déjà, voilà, quoi d'autre? Ah oui, c'était pour un client dans le domaine agricole.
Ok. Donc c'était un terrain privé. Donc voilà, je suis pas télépilote de drone, mais comme c'est un terrain privé, j'ai le droit. Donc ça, faut faire attention aussi parce que on peut vite se faire prendre. Donc terrain agricole, je fais un orbite avec mon drone. Orbite du coup 360 autour d'un... Donc vraiment déplacement de gauche à droite en mode orbite. Et sur les capteurs du DJI R2S, il n'y en a pas sur les côtés. Donc je fais l'orbite et il se prend l'arbre. Aïe. Et donc le drone il se crache, il tombe par terre et je dis oh putain, en plus c'était le tout début du tournage. Oh, ah ouais, tu te mets dans une bonne condition quoi. Et donc tout début du tournage, le truc se crache, donc là t'es devant le client, tu dis putain j'ai pris 3 plans et je venais exclusivement pour ça en plus. Ah oui. Donc je cours, je suis un peu en panique, je me dis est-ce qu'il est vraiment totalement mort, du coup je pourrais pas faire la presta. Heureusement, je sais pas par quel miracle, parce qu'il est bien descendu de 15-20 mètres, il a dû se prendre des branches, il a dû se faire un peu arrêter au niveau du champ, et caméra intacte, j'ai juste dû changer les hélices. Ah ok. Et il a pu repartir direct. Ça va. Trop de chat. Et non, pour ça, j'ai eu plus de peur que de mal. Ouais, mais un petit coup de stress quoi. À mort. D'où l'importance de piloter en vue. Toujours regarder le drone. Ouais. Mais pourtant, il était pas loin. Mais maintenant, j'ai un plus ou moins, j'ai même totale confiance. Mais maintenant, c'est vrai que quand je fais des orbites, je regarde vraiment bien où se situe le drone parce que sinon, c'est foutu. Ah, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. C'est toujours le même stress aussi quand je fais des trucs dans un environnement un peu compliqué de se dire est-ce que je vais rentrer Et aussi, il y avait une ligne haute tension au-dessus. Oh, bref, il y avait. T'as vraiment choisi la meilleure. Ouais, trop bien. Incroyable. Donc voilà. Petit stress, je comprends. Total. Ok. Donc à mon tour. Alors, je m'appelle Constance, j'ai 27 ans. J'habite en région parisienne, dans les Yvelines. Je suis vidéaste depuis 3 ans maintenant, bientôt 4. Donc je me suis formée avec l'école Grain, la formation Grain. J'ai pris la formation en mars 2020. Tout début quoi. Le tout début. Louis venait de la lancer. Pendant le confinement. Trop bien. J'ai passé tout mon confinement, tous les matins, à me mettre sur la formation, à regarder module par module. Parce que pour le coup, c'était une reconversion pour ma part. Et du coup, maintenant, j'en vis. C'est devenu ma passion et mon métier. Et je travaille pour les secteurs pro, donc pour tout ce qui est corpo, entreprise, event, etc. Et aussi le secteur particulier pour les mariages. Ok. Voilà. Donc en vrai, je suis pas cible dans un propre secteur, mais je travaille avec différents clients. Tu fais selon tes envies. Exactement. Tu raisonnes plus, je pense, au projet et ce que ça peut t'apporter derrière, plutôt que de dire c'est du B2B, du B2C. C'est ça, ouais. Donc, non, très cool. Et en anecdote, alors j'en ai plein, parce que j'ai eu plein de galères. De toute façon, franchement, un vidéaste qui dit moi, j'ai jamais de galère sur le tournage, c'est faux. Il faut toujours avoir une petite galère pour dire ok, c'est bon, ça, je ne referai plus. La dernière que j'ai eue, c'était pour un projet event, donc un peu présenter une entreprise. Et du coup, il y avait des micros sur les intervieweurs. Et en fait, j'ai oublié d'activer les micros. On fait une séquence de 20 minutes non-stop. Et là, je me rends compte que les micros n'étaient pas actifs. En mince. Et du coup, devant le client, je dis on le refait, histoire qu'on fait le côté sécure. La disquette classique de comme ça, on le refait par sécurité. C'est ça, c'était exactement ça. J'avais que ça en option dans ma tête. Je me suis dit, on va refaire. Et au final, je m'en suis rendu compte après qu'au final, la séquence a tout de même été enregistrée, même si j'avais pas rec. Ok. Donc, coup de bol. Ouais, de ouf. Donc j'ai eu les doublages, parfait. Et là, j'avais ma chair, du coup, pour le montage. Et après, sur ta caméra, tu t'es dit, je vais activer l'option cadre rouge enregistrement pour bien voir. Exactement. Tu dis ça, j'ai fait la même chose la semaine dernière, je tournais les pubs pour le Black Friday, j'ai envoyé à Victor un rush, c'était un rush inversé, c'est-à-dire que j'avais démarré le rush, en fait, ça avait coupé le rush d'avant et j'ai relancé après du vide. Puis tu vois, même au bout de... ça fait presque 10 ans que je fais de la vidéo. Et je pense que ça arrive. Encore aujourd'hui, ça m'arrive. Une fois, tu penses réquer et c'est ça. Finalement, non. Quand tu arrives à la fin de ta journée de presta, que tu as enchaîné plein d'interviews, des trucs, que tu as été concentré toute la journée, le petit moment de faiblesse, c'est toujours chiant, mais ça arrive, quoi. Rapidement, tu shootes sur A7 IV, Sony. Idem, Sony A7 IV. Team Lumix. La meilleure, hein, mais... Ça, c'est des débats. Non, mais j'ai pas envie de rentrer parce que je vous atomiserai avec mes arguments. Non, mais pour avoir des potes qui sont sur Lumix, et même moi avant j'étais sur Lumix, donc j'avais un petit boîtier
petit hybride, les GX80, donc c'est mon tout premier boîtier hybride avec objectif interchangeable. Et franchement, Lumix, pour que ce soit débutant, intermédiaire ou expert, tu peux vraiment avoir une évolution. Les menus sont assez simples. Il y a une stab souvent intégrée qui est vachement pratique, donc pas forcément besoin de stab. Si tu veux commencer la vidéo, tu peux faire à main levée. Et je trouve que c'est assez ergo. Et puis toi, tu es sur S5 II. S5 II et S5 IIX, ouais, tout à fait. Et ouais, c'est des bêtes. Ah ouais, non, c'est trop bien. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de caméra vraiment au-dessus des autres. Il y a des choses, c'est un peu une question d'affinité. On a sorti une vidéo justement là-dessus sur la chaîne il y a une petite semaine quand on enregistre ce podcast. Aujourd'hui, toutes proposent de faire à peu près les mêmes choses et ça joue vraiment sur des détails ou des éléments sur lesquels les constructeurs, les marques vont aller un peu plus loin. C'est ça. Mais aujourd'hui, pour la majorité des choses, je pense que se retrouve tous, pour tous les projets qu'on fait tous les trois, en vrai, tu me donnes un Sony ou tu me donnes un Lumix, j'arriverai à peu près à faire la même vidéo parce que derrière, c'est l'histoire et puis il y a tous les accessoires autour qui font que ça rendra bien, quoi. Mais voilà. Complètement. Premier sujet, du coup, c'est, vous l'avez dit tous les deux, vous avez rejoint l'école Grain. Alors l'idée, c'est pas de parler que de la formation, même si pour nous, chez Grain, se former en continu, c'est hyper important. J'ai pas envie qu'on fasse un podcast dédié sur la formation parce qu'il y a des sujets plus importants. Mais moi, je voudrais commencer par savoir un peu qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre un peu le monde de la vidéo, parce que ça peut inspirer aussi des gens qui se posent la question, soit qui sont, toi tu l'as dit, c'était une reconversion, donc tu étais sur un autre secteur d'activité avant et tu t'es dit go, je vais faire de la vidéo. Qu'est-ce qui t'a donné un peu le déclic? Est-ce que tu as vu quelque chose ou tu as vu quelqu'un faire? Alors, comment ça s'est fait? Donc, avant, j'étais visual merchandiser. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, l'idée, c'était de mettre en valeur les produits dans un espace. Donc là, typiquement, dans un magasin, dans des vitrines, même dans les catalogues, parce qu'il fallait distribuer les catalogues sur les différents magasins. Donc, il y avait encore cette part de créativité, de mise en valeur. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc, études, stage, alternance. Et par la suite, j'ai dit, stop, j'arrête tout, je pars, j'ai envie de prendre une année sympathique. Donc, je suis partie pendant 1 an en Australie. Et c'est cette année-là où il y a eu un peu le déclic, on va dire le tout premier petit déclic dans la vidéo où je décide d'acheter un drone. Donc, je prends un petit drone pour illustrer mes différents plans durant mon parcours, mon voyage. En rentrant en France, malheureusement, il y a le début du confinement, genre vraiment dans la pire période. Et je me dis, j'ai le temps. Mon métier, visuel mer, je ne pouvais pas le refaire parce que les magasins étaient fermés. Donc, c'est là où je cogitais, où je me suis dit, faut que je trouve, pourquoi pas, un métier où, en cas de cas de figure, où il y a un nouveau confinement, je puisse toujours être en activité. Et le fait d'être partie à l'étranger, je me suis dit aussi, j'aimerais bien trouver un métier où je puisse être libre de bouger, de voyager. Et de là, avec mes petits plans vidéo que j'avais fait en Australie, tout ça mélangé fait que je me suis penchée sur le sujet, j'ai regardé plein de tutos et à chaque fois, je tombais sur les tutos de Louis de l'école Grain. Trop bien. Et de là, je me suis dit, allez, let's go, ça me parle, ça me branche, j'aime beaucoup. À ce moment-là, il avait fait une promo par rapport au confinement. Ouais, et j'ai sauté sur l'occasion. C'était vraiment, en plus, comme tu l'as dit, en mars 2020, c'était le lancement de l'école. Donc, au tout début, il y avait moins de modules qu'il y a aujourd'hui. Donc, on s'est dit, pour permettre aux gens de se former, on va retravailler l'offre pour qu'elle soit intéressante et adaptée. Puis après, de toute façon, on était en mode vous rejoignez aujourd'hui et tous les contenus qui viendront, vous les aurez par la suite. Donc, c'était oui, c'est ça. De toute façon, c'est à vie, c'est un accès à vie. Donc, ça, c'est vrai que c'est un gros plus. Et du coup, j'ai passé tout mon premier confinement à regarder tous les jours, un module par module, vidéo par vidéo. Je notais tout parce que, comme je connaissais rien, vraiment rien du tout, que ce soit la partie matériel, montage, vraiment, je débarquais dans un univers que je connaissais pas. Et du coup, grâce à l'école, aujourd'hui, je suis vidéaste depuis 3 ans et j'en vis. Donc... L'école et de la pratique aussi, du coup. Ouais, la pratique. Parce que ça, pour moi, le plus important, c'est de pratiquer. C'est trop bien, en tout cas. C'est vrai que il y a eu une petite vibe comme ça aussi pendant le confinement où plein de gens se sont reposés les questions un peu essentielles sur est-ce que la vie que je mène aujourd'hui me plaît vraiment ou est-ce que j'ai pas envie d'aller essayer de faire autre chose, de vivre de ma passion. C'est un peu ce qu'on propose nous avec l'écosystème Grain, c'est de permettre aux gens, grâce à ce qu'on peut leur enseigner par rapport à nos expériences avant, de vivre de leur passion et pourquoi pas d'en faire un métier. C'est vraiment ce qu'on dit dans les intros sur la formation, ce qu'on dit aux autres élèves, c'est mais pas forcément faire un métier derrière, mais en tout cas passer un cap. C'est vrai que la formation, comme tu dis, c'est hyper important
Même moi, aujourd'hui, je me forme encore. Ouais, se former et s'entraîner. Ok, trop bien. Et toi, Victor, du coup, vidéo, est-ce que c'est un peu la même chose? Non, toi, t'as tout de suite jumpé dedans? Alors, alors moi, c'est un parcours classique. Moi, j'ai fait mes études aussi dans le marketing. J'ai fini mes études il y a 3 ans. Ça va faire 2 ou 3 ans, je sais plus. Bref, j'ai fait un master, pareil, dans le domaine de marketing communication. Et moi, direct, j'ai créé ma société. Donc, avant, j'étais en freelance en parallèle de mes études. Donc, comme ça, tu te formes, tu t'apprends la relation client, t'apprends à faire des vidéos aussi, parce que c'est tes premiers clients, c'est tes premières prestations. Donc, tu tâtonnes, t'apprends, tu fais. C'est vraiment par toi-même. En plus, du coup, de la formation grain, que j'avais pris, pareil, fin 2020, début 2021. Et donc, constamment, tu te formes. Et je sais plus où je voulais en venir. Non, mais c'est déjà pas mal, constamment tu te formes. C'est important de rester à jour, parce que tout évolue tellement vite. Enfin, moi, je me rends compte des fois, tu vois, la vitesse à laquelle DaVinci Resolve, par exemple, c'est devenu un peu la référence en montage. Je me dis, il va falloir un jour que je m'y mette et apprendre sur le tas des logiciels professionnels comme ça, ou maîtriser des caméras un peu professionnelles. Tu peux y arriver en tâtonnant, mais tu vas aller tellement plus lentement, je trouve. Ouais. Donc cet aspect-là est assez important. Puis après, du coup, tu parlais de relations clients aussi. Du coup, ça, c'est vrai que c'est des choses... tu peux te former, mais c'est un peu ce que je dis. En pratiquant, tu apprends en faisant des erreurs sur des devis, sur des factures, sur des CGV que tu apprends. Et construire une offre, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. C'est quoi un peu vos offres phares aujourd'hui Enfin, quand je dis offre phare, c'est... Vous allez voir un client et vous avez une offre que vous allez lui proposer. Ça peut être vidéo de présentation d'entreprise, un pack de contenu pour les réseaux. Comment est-ce que vous avez trouvé le produit que vous vendez le plus, entre guillemets? C'est ça que j'appelle l'offre phare, quoi. Après, je suis sûr que tu vas me dire, moi, j'ai que des trucs custom à chaque fois qui s'adaptent aux besoins du client. C'est ça. En fait, je revois un peu tout ça, limite, plusieurs fois dans l'année. Par exemple, au début, je facturais à l'heure. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Je facture à la journée. Et au départ, avant de faire un devis, je prends le petit questionnaire, le formulaire Google Form, que j'ai revisité un peu avec mes besoins. Et j'envoie ça au client. Et par rapport à ça, je demande quel est le budget, quel type de vidéo. Et on construit ensemble la demande pour après créer un devis et confectionner quelque chose derrière. Trop bien. Ouais. Moi, c'est un peu la même chose. Je sais que j'ai des bases forfaitaires, tournage, montage. Et puis après, en fait, le client me dit j'ai pas besoin de ça. L'autre jour, je suis allé démarcher un client qui est caviste. Je voulais lui proposer, parce que j'ai vu sa vidéo de présentation sur son Instagram. Elle était pas ouf. Du coup, je me suis dit, je vais lui proposer de la refaire. Parce que c'est quand même la première image qu'on va avoir de lui et de son shop. Donc, je me dis, si la première impression, elle est pas incroyable. En fait, il m'a dit, aujourd'hui, ça m'intéresse pas, parce qu'en plus, j'en ai retourné une autre avec une autre agence. Par contre, il était partant pour faire de la créa de contenu. Donc, c'est vrai qu'avoir une offre formatée, si tu sais pas rebondir, c'est compliqué après derrière. Et du coup, je lui ai proposé de faire entre 8 et 12 contenus pour Instagram, pour la période des fêtes. Mais c'est vrai qu'un peu comme toi, j'ai pas une offre fixe que je vends à chaque fois. Et puis après, c'est ça, tu restes assez flexible. Sur mon site, j'ai mis en place depuis peu différentes offres, notamment pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, par exemple, un pack où je viens une fois dans le mois, on fait quelque chose de, par exemple, 3 heures et derrière, je te sors plusieurs vidéos, 2-3 vidéos. Et après, différents packs comme ça, donc un petit, un moyen, un grand. Et depuis peu aussi un pack de démarrage où, par exemple, pour ce tarif-là, je te propose 2 vidéos puis quelques photos. Comme ça, quand tu commences à avoir ton premier réseau. Parce que là, j'accompagne plusieurs clients qui sont au tout début de leur communication et ils ont besoin de quelques contenus. Donc, ce pack-là permet de les aider à booster, à commencer à communiquer de leurs services sur les réseaux. Pour l'instant, on ne m'a pas fait trop appel à ça. Enfin, pas de personnes extérieures. Là, du bouche à oreille, on prend ce pack-là. Mais pour l'instant, il n'est pas... Ouais, c'est ça.
Il n'a pas encore eu gros succès, mais j'attends. Enfin, ça fait 3 mois que j'ai mis ça en place. Okay. Mais après, je ne l'ai pas mis vraiment en avant sur les réseaux. C'est écrit sur mon site. Et si ça les intéresse, ils ont juste à cliquer, me contacter. Bon, puis c'est bien, au moins, tu as quelque chose de carré qui est prêt. Si jamais tu vois une entreprise qui potentiellement peut avoir le besoin, tu dis, regardez, je suis constant, je suis vidéaste. Et je peux vous accompagner aussi là-dessus, parce que la com, c'est important, important là-dessus. Quoi. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes sont assez floues. En mode, on voudrait une vidéo, mais on ne sait pas quoi. Ouais, c'est ça. On ne sait pas si c'est du réseau, du site. Et justement, ça permet, moi, je vous propose ça. Une vidéo pour le site, type présentation. Et après, des petits reels pour commencer à communiquer. Donc voilà, j'accompagne un peu sur cet axe-là, on va dire. Ouais, mais c'est bien parce que les gens qui créent une entreprise, qui ne sont pas forcément formés au monde de la communication, qui ne connaissent pas forcément tous les codes, c'est vrai que c'est bien d'arriver avec un pack clé en main. Tu lui dis texto, on travaille une matinée ou une journée ensemble, moi je te livre tant de contenu, tu les exploites selon ça. Derrière. On voit les sujets ensemble pour que ça te serve, et puis après, tu as potentiellement un planning. Moi j'ai un peu la même chose aussi, j'accompagne les gens, et puis je les accompagne aussi sur la partie un peu story Instagram pour que ça ait une cohérence, une unité. Ouais. Et je livre à la fois aussi de la photo et des contenus vidéo après pour démarrer l'activité. Merci. Ça dans ton sac d'offres, Victor, ou tu vas l'ajouter maintenant qu'on en a parlé? Moi, c'est simple. Je pense que quand on débute, il ne faut pas s'embêter à packager des offres parce qu'on ne sait pas le besoin des clients. Quand on débute tout juste, on va aller peut-être avec une TPE, après une PME qui va être un peu plus grande. On ne sait pas forcément les besoins qu'ils vont avoir. Bien sûr. Et donc, je pense que c'est avec l'expérience, on voit s'il y a 2, 3, 4 clients qui ont plus ou moins les mêmes demandes et plus ou moins la même finalité, qu'à partir du moment... je peux templatiser une offre et se dire donc ça, je sais que pour ce genre d'entreprise, c'est plutôt une vidéo de présentation avec des interviews à l'intérieur. Donc je sais à peu près combien ça va me prendre de temps, combien ça va me coûter, etc. Donc à partir de ce moment-là, on peut essayer de voir les postes de dépenses à prévoir et à ce moment-là, créer des offres qui vont matcher plus ou moins avec la cible. Donc je pense qu'au début, il ne faut pas s'embêter à faire des offres, il faut pratiquer et il faut se faire la main, aussi bien pro que relation client, enfin bref, vraiment dans la globalité, parce que créer des offres pour créer des offres, ça ne sert à rien dans le sens où tu sais pas vraiment les besoins des clients avant d'avoir travaillé avec eux. Ouais, bien sûr. Donc voilà, un peu mon retour d'expérience à propos de ça. Je suis d'accord, ça se tient aussi. Et du coup, j'ai quelques offres, parce que je sais que dans le domaine corpo, il y a plus ou moins la même récurrence. Donc j'en ai plusieurs, et puis j'ai une autre offre, Snack Content, donc là vraiment orienté réseau avec des vidéos un peu plus dynamiques, un peu plus naturelles et peut-être un peu moins pro, même si j'aime pas. Faut que ça reste pro, mais il faut que ça soit plus authentique, comme on voit sur Reglizo. C'est du contenu où tu vas avoir une exigence de qualité, elle sera toujours présente, mais c'est moins grave si ça fait encore un peu, pas brut, mais voilà, si c'est pas parfait, tiré à 4 épingles, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va être sur Instagram, sur TikTok, et c'est ok, entre guillemets, d'avoir quelque chose qui est un peu plus... qui est pas au même standard que tu pourras avoir sur un site ou quoi, parce que c'est du contenu qui va être consulté une fois rapidement, et puis après les gens ils passent au suivant, et faut que ça les marque, faut que ça ait un impact, mais après, si la colo, elle est pas au pixel près parfaite... En tout cas, moi, ma vision, c'est de dire que c'est pas très grave, parce que c'est pas le but non plus. Je veux quelque chose de clair, de compréhensible, de joli à regarder, de hyper intéressant à écouter. Mais après, derrière, si ma température des couleurs, par exemple, ma balance, elle est à 5500 Kelvin et pas à 5006, ça va intéresser qui va être perturbé par... c'est vraiment triste d'être matrixé, perturbé par ça, je pense. Mais avec mon œil de vidéaste, ça reste compliqué. Mais bien sûr. Tu vas toujours perfectionner. Et tu te dis, est-ce que je m'embête vraiment à faire un truc ultra quali? Donc certes, au fond de moi, j'ai envie que ça soit... bien sûr. Mais le temps que ça te prend et le retour sur investissement aussi pour le client. Ça se trouve, le fait que tu filmes en log ou pas, ça va pas faire la différence en fonction de la finalité de la vidéo. C'est clair. Donc voilà, faut bien réfléchir aussi à ça. Donc, mais c'est clair. Ça, c'est comme on l'a dit, c'est ce que tu apprends au fur et à mesure. Total. C'est pareil, tu dis à chaque fois, ma caméra, elle peut filmer en 4K, 60 fps, 4 de 10 bits, vas-y. Mais en fait, pour Instagram, il n'y a pas besoin. Pas intéressant, en fait. Nécessaire. Tu gagnes du temps pour toi, et donc, du coup, t'es plus...
pas forcément compétitif, mais en tout cas, tu vas pouvoir livrer plus vite aux clients parce que tu n'as peut-être pas de proxy à faire, tu n'as peut-être pas de colorimétrie poussée à faire pour du réseau social. Donc, ouais, c'est savoir voilà, qui peut le plus, peut le moins, mais des fois, le moins, c'est pas plus mal. Des fois, c'est pas plus mal. Je vais prendre des petites notes parce que il y a des petites questions. Non, on est pas mal, donc les offres, t'attaques, trouver les clients. Ouais, ça, c'est une question qu'on a souvent aussi sur les réseaux, dans la formation, enfin voilà, sur la communauté. C'est je me suis lancé, mais je trouve pas de clients, j'ai du mal, je démarche, et puis ça prend pas. Est-ce que vous avez peut-être. Enfin, je sais pas si aujourd'hui vous démarchez encore ou alors vous avez des clients qui reviennent. Enfin, on peut toujours démarcher pour aller trouver un autre secteur d'activité, d'autres typologies de clients. Mais normalement, après, quand ça commence à bien tourner, on est amené de moins en moins à démarcher parce qu'on a nos clients récurrents. Et puis après, on a d'autres gens qui viennent se mettre sur les slots dispo. Et après, ça tourne. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien toujours démarcher pour renouveler un peu leur pool de clients, entre guillemets. Je sais pas si vous êtes dans la team A, j'ai démarché, maintenant je démarche plus parce que j'ai mes récurrents, ou je démarche encore pour faire cycler un peu mon pool de clients. Moi, je suis à la limite entre les deux. Après, moi, j'ai un rôle un peu hybride parce que je travaille à la fois sur les contenus pour Grain et à côté, j'ai des clients. Donc, en fait, le temps est assez séparé. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de ne pas avoir besoin de trop démarcher. Et quand je vais démarcher, c'est parce que j'ai envie d'accompagner des nouvelles personnes. Mais vous qui êtes à temps plein sur ces activités-là, comment est-ce que vous gérez un petit peu ça ? Pour ma part, au début, j'ai démarché. Donc classique, j'avais pas de portfolio, pas de présentation visuelle de ce que je faisais. Donc je demandais pour zéro, est-ce que vous êtes intéressé pour une petite vidéo ? Donc au début, j'ai envoyé pas mal de mails comme ça. Bon, avec très peu de retours, malheureusement, on connaît un peu. Après, j'ai eu quand même 2-3 clients quand même ça les a retenus. Donc j'ai pu commencer à vraiment avoir commencé ma petite expérience. Et aujourd'hui, je démarche très très peu, ou du moins dès qu'il y a quelque chose, un client qui me plaît ou une entreprise qui me plaît, j'envoie un message, je les contacte, mais principalement on me trouve, ou beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un luxe, qu'on parle un peu de moi et qu'on me dise attends, je suis intéressée, etc. Mais pour le coup, je démarche pas beaucoup. Enfin, très peu de fois. C'est si vraiment ça me plaît et que j'ai envie de travailler avec cette marque ou ce client. Là, je fais mon petit mail et j'envoie. Non, mais c'est bien, comme ça tu renouvelles aussi les projets que tu fais, c'est bien. Ça, c'est vrai que c'est agréable quand on te recommande. C'est sûr. Déjà, ça veut dire que le travail que tu fournis satisfait le client initial et qu'il est tellement content qu'il est prêt à te recommander à d'autres. Enfin, on le voit partout, les avis aujourd'hui, c'est hyper important quand tu veux acheter du matos, quand tu veux passer sur tel ou tel logiciel, tel ou tel pack d'effets, tu vas aller toujours regarder ou alors demander j'ai vu ça, est-ce que tu connais et tout machin. Les avis, c'est hyper important. Donc, te dire que ton travail est de bonne qualité et que les gens que tu accompagnes sont prêts à te recommander, je trouve que c'est le meilleur des compliments, entre guillemets. Ça veut dire que de A à Z, mon process de relation client et ce que je livre convient, fonctionne et que j'ai pas beaucoup de points sur lesquels je vais pouvoir m'améliorer pour l'instant parce que ça tourne déjà bien, quoi. Et toi, Victor ? Et moi, alors, moi, il y a les deux. Hybride aussi. Faut pas sous-estimer le bouche-oreille. C'est ce qu'il y a vraiment de plus puissant, même aujourd'hui, à l'ère des réseaux. Donc, la recommandation, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc ça, pas mal de mon côté aussi. Donc, quand on fait du bon travail, logiquement, on est récompensé et puis le bouche à oreille fait son travail. Mais je fais aussi de la prospection à côté. Je me suis mis au phoning. Oh, ah ouais ? Ah ouais. Et ça marche ? Parce que j'ai toujours l'impression que c'est... tu vois, j'ai mon premier rendez-vous demain. Trop bien. On tourne avec un cabinet d'experts comptables qui ne vient pas pour de la vidéo. Ok. Parce que moi à côté, j'ai cofondé un collectif. Et donc, on a un besoin plus global, donc vraiment marketing. Moi, collectif je suis vraiment fluide sur Instagram. Et donc, je disais, on est spécialisé donc vraiment dans le domaine du marketing digital. Donc moi, je suis spécialisé dans la vidéo, mes associés dans le marketing et un autre associé qui est spécialisé dans les sites web. Et donc, j'ai appelé. Pour la vidéo, eux, ils étaient déjà staffés en interne. J'ai essayé de creuser le besoin, etc. Donc, il ne faut jamais s'arrêter à un non, on n'a pas besoin de vidéo. Hormis si on est vraiment uniquement freelance, mais quand on est accompagné ou qu'on connaît des potes freelance qui sont possiblement dans un autre secteur, mais dans le marketing digital, par exemple, là, ça aurait pu marcher.
Et donc, ce cabinet d'experts, lui, a des besoins en gestion de réseaux sociaux et référencement. Donc, c'est aussi ce qu'on propose. Parce que nous, avec le collectif, on a un pool, pareil, de freelance à qui on peut les faire venir dans le collectif et qui puissent jouir du réseau et de nos clients. Et comme ça, nous, quand on n'a pas forcément la compétence en interne, on les fait venir et comme ça, ils peuvent travailler avec nos clients. Donc là, sur la partie réseaux sociaux, on va notamment déléguer ça à un de nos freelances. Et sur la partie référencement, ça, par contre, on est staffé en interne, donc on pourra le prendre. Donc voilà. Donc, trop bien. Cocasse, si je puis permettre l'expression, avec le phoning. C'est vraiment pas évident. Pas évident au premier abord. On va se prendre souvent, même 80% des portes fermées. Bah ouais, malheureusement. Puis, notamment aussi se faire bloquer par le standard en disant non, on n'a pas besoin. Bref. On s'est tellement fait harceler, encore aujourd'hui, je sais pas vous, mais je pense que ça doit arriver. Je remarque que dès que je m'inscris sur un nouveau site, dans la foulée, j'ai 3, 4, 5 appels en plus, 09, 40 et tout machin, les appels de pub. Du coup, forcément, c'est pour ça que je me posais la question si ça marche le phoning, parce que on est tellement démarché sur nos numéros perso ou pro à côté que. Faut venir tant mieux. Faut venir avec une démarche assez claire et être assez concis. Donc, moi, j'ai pas le script en tête. Moi, je me mets une petite note sur Notion, je mets un petit 2-3 lignes d'intro. Puis comme ça, tu t'introduis, tu vas droit au but et tu essayes de pas les faire chier, même si forcément, tu les déranges. Mais il faut que tu les déranges le moins possible et le moins longtemps possible et que ta demande soit claire. Et puis, des fois, tu as des très bons retours en disant ok, très bien, on peut convenir d'un rendez-vous. Voilà. Faut être conscient qu'on va se prendre pas mal de noms. Mais voilà. Et à côté de ça, un peu LinkedIn de mon côté. Et notamment aussi Insta, quand je vois des clients qui potentiellement m'intéressent et que je vois leur compte Insta. Et après, je vais sur leur site. Donc, faut pas hésiter à faire de la prospection, quand on le sent, en fait. Il n'y a pas besoin de se dire, tiens, je prends une demi-journée uniquement pour la prospection. Par exemple, je sais pas, si tu scrolles sur Insta et là que tu vois un truc, tu te dis, pourquoi je le ferais pas maintenant, tu vois. Donc, t'envoies un message, tu le fais cash, puis tu vois si ça meurt ou pas. Donc, voilà à peu près. Donc, réseau, téléphone, mail un peu moins, parce que mail, malheureusement, c'est souvent lu et mis à la poubelle. Soit ça tombe en spam, soit les gens, ils prêtent pas d'attention. Au moins, si tu les as au téléphone, ils peuvent pas, tu vois, tu les tiens au bout du fil et ils sont sur le fait accompli, et ils ont pas trop le choix. Donc voilà. Et puis le mail, il faut faire de l'ultra personnalisé si tu veux que ça touche l'interlocuteur. Et si tu fais un mail, faites pas ça. Un mail copier-coller que t'envoies rien de pire. À 150 entreprises, peu de chance. Tu auras moins de résultats que de prendre, de faire moins de mails, mais d'aller dans l'ultra personnalisé. Nous, on faisait pas mal chez Grindr et Loom. Donc, en gros, on filme à la fois notre tête et notre écran via l'ordinateur pour accompagner et mettre en avant. Parce qu'en fait, la prospection, c'est qu'on a repéré potentiellement un besoin que le client ne connaît pas. Parce que c'est ça aussi, pour les faire travailler. S'ils n'ont pas fait appel à nous avant ou à quelqu'un avant, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un besoin ou un problème, en tout cas, dans leur com. Et le fait d'avoir un Loom, ça casse la barrière de l'image. Parce qu'en fait, tu te montres aussi, toi, en faisant t'as un côté authentique. Tu dis, j'ai remarqué ça sur votre site, je pense que ça peut être amélioré, est-ce que vous voulez qu'on en discute autour d'un café ou pendant une visio, et puis t'exposes un peu plus en détail les points que tu as aperçus sur le site ou sur les réseaux, et puis après tu demandes à aller plus loin, mais tu as fait la démarche de te montrer toi, et c'est pas juste une signature de mail qui pourrait être entre guillemets n'importe qui derrière, même avec un mail personnalisé. Il y a le côté rassurant aussi, de voir t'es quelqu'un, t'existes, parce que maintenant avec l'IA, on peut facilement se tomber avec des mails préécrits, que là au moins montrer ton visage, il y a un côté rassurant pour le coup. C'est clair. Puis moi j'ai discuté avec d'autres potes vidéastes, ils ont des bons taux d'ouverture et de retour, de réponse en ayant mis du Loom, et ça se traduit forcément derrière par des devis signés. Alors pas forcément plus de devis signés, mais c'est signé plus facilement. Ce qu'ils m'ont dit, c'est vu qu'il y a déjà cette première barrière qui a été cassée, ils ont plus facilement confiance dans la personne qui les a contactés, donc derrière ils signent plus facilement les devis, apparemment. Enfin, je dis apparemment, mais je les crois à 100%. S'ils me disent ça, c'est sûr que ça fonctionne. Mais voilà. J'ai jamais testé encore ce format-là de c'est compliqué à prendre en... Enfin, quand j'ai compliqué à prendre en main, c'est qu'il faut être à l'aise avec le discours que tu vas tenir. Et c'est des choses, même moi encore, j'ai un peu de mal aujourd'hui, mais synchroniser
tes pensées, ce que tu dis, ce que tu vois à l'écran, ce que tu fais remonter, c'est une petite gymnastique et forcément les premiers ils vont pas être ils seront moins performants ou moins impactants que ceux que tu pourras faire plus tard mais je suis convaincu que c'est un excellent moyen de briser la glace avec les prospects et au moins de passer à l'étape suivante qui est un rendez-vous pour essayer de convenir de ce qu'on peut faire, en tout cas de quels sont les besoins que l'entreprise pourrait avoir quoi. Et okay. Les petits sujets suivants. Là, on sait qu'on a parlé pas mal de business, mais c'est important parce que c'est des choses. Ça fait partie des questions qu'on reçoit le plus. C'est soit business, soit matériel. Ouais. Un peu réglage, un peu tournage, mais ça, c'est tout où tu peux tâtonner en faisant des expériences et des petits projets à côté. Mais c'est vrai que business, si t'as jamais fixé tes prix avant, si t'as jamais conçu tes offres une fois que t'as un peu bougé, quelle typologie de client je choisis. C'est des trucs tu peux c'est compliqué de trouver l'information qui va te convenir. Là tout ce qu'on a dit ça nous convient à nous mais c'est pas pour autant que ça va convenir ou que ça va fonctionner pour tout le monde. Il y en a ils vont réussir en allant sur place. Je connais un vidéaste qui habite du côté de Agen, lui il y va au culot entre guillemets, il va voir les gens et il se présente mais il y va en face à face et après il demande s'il peut convenir d'un rendez-vous avec quelqu'un et discuter après ensuite. Il y a tellement de méthodes et chaque méthode fonctionne pour chaque personne quoi. Mais intéressant d'avoir un peu le point de vue de tout le monde. Je sais qu'il y en a ils font que par Instagram par exemple. Ce que vous disiez, Instagram on vous contacte, mais il y en a aussi ils vont contacter que par Instagram. Ok, ouais. Ça c'est des trucs aussi, pareil je me dis est-ce que c'est fait suffisamment pro. Il y a toujours où tu places le curseur de est-ce que c'est suffisamment pro / corporate de passer par Instagram. Est-ce que tu touches tout de suite la bonne personne le ton n'est pas le même déjà. C'est ça. Tout à fait. Moi, j'y vais un peu plus en mode à la cool sur Insta. Ouais. Sur LinkedIn, réseau pro, petite cravate. Non, mais c'est une autre démarche. Et puis, je pense que la clientèle... après, il y a les deux mêmes clientèles, plus ou moins. Parce que maintenant, sur Insta, il y a vraiment tout le monde. Mais le DG qui est sur LinkedIn, il n'aura pas du tout le même compte Insta. Il aura des photos avec sa famille, etc. Bref. Ouais, bien sûr. Et puis même, tu vas pas le contacter sur Insta. Quand tu vas contacter sur Insta, c'est soit directement une marque, le CM d'une marque, ou alors artisan ou particulier. Et donc là, c'est pas du tout le même discours. Donc je pense que sur Insta, faut mieux aller à la cool, tout en restant cordial pro, mais adopter un ton un peu plus posé. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis au pire, ce que tu disais avec le phoning, mais au pire, tu te manges juste un nom. Oui, c'est ça. Rien ne t'empêche après plus tard de revenir avec un autre canal un peu plus tard. Faut pas se griller non plus. Moi, je sais que il y a des gens, je connais des gens, ils seraient prêts à incendier la personne qui répond pas ou qui répond à côté ou qui met 15 ans. Ça sert pas à grand chose. C'est triste, c'est dommage, c'est chiant de pas avoir de réponse, c'est frustrant. Mais comme tu parlais du bouche à oreille tout à l'heure, au pire, ça sert pas au client A que tu vas contacter, il te répond pas, mais peut-être qu'il te garde en tête et que s'il a une connaissance dans une entreprise B qui a besoin d'un vidéaste, il peut te recommander si ton approche elle était bien. Alors si tu viens tout casser en l'incendiant en retour de mail en mode vous aurez pu au moins me répondre, c'est la moindre des choses. Je prends du temps pour vous faire un mail, vous contacter et tout, j'ai pas de réponse. C'est frustrant, mais il faut savoir le prendre pour soi. C'est que là, tu le prends pour toi, et t'apprends en disant typiquement, est-ce que c'est mon approche qui est pas bonne et tu réfléchis, ou est-ce que c'est juste le timing qui était pas bon ou la personne qui a peut-être pas compris. Plein de choses sur lesquelles tu peux réfléchir et tu dis peut-être que ce secteur-là c'est pas pour moi encore et puis je verrai plus tard quoi. Complètement. Et voilà, ça c'est vrai que la partie est un peu compliquée. Je sais pas si vous, il y a dans la chaîne de production d'une vidéo, il y a un domaine qui vous plaît plus et un domaine qui vous plaît moins. Moi typiquement le truc que je kiffe c'est la prise de vue. Genre faire le cadre et tout machin. Par contre le montage, j'ai du mal. Ah ouais. Ok. Il faut que ça cycle pareil. Il faut que je peux pas faire ce que tu fais toi Victor, c'est-à-dire beaucoup de montage et que du montage parce que même si c'est des projets un peu différents, moi j'ai besoin de sortir, d'aller voir les gens et de réfléchir et d'avoir tu peux l'avoir le côté créatif au montage, mais c'est vrai que c'est la partie où je vais être le moins performant ou en tout cas je vais le plus vite m'épuiser mentalement. Je sais pas si ça se dit, mais c'est la partie où je vais être j'ai besoin de me renouveler plus souvent en faisant du tournage à côté quoi. Ok. Moi, c'est les deux, tu vois. Vraiment la partie sur le terrain et puis après, tranquille, chez moi, je mets ma petite musique, je monte tranquillement. J'aime beaucoup le fait que ça soit complètement différent, mais complémentaire pour le coup. Bien sûr. Et d'avoir le côté un peu direct avec le client, créativité, tu dis ok, là je fais mes bons plans, comme ça sera beaucoup plus fluide au montage. Et après, le montage, pouf, tu mets en lumière tes pensées, etc. avec une bonne musique, des belles transitions.
Donc les deux, pour moi, j'adore autant que les deux. C'est vraiment 50-50. Et le truc que t'aimes le moins dans un chaîne de production, est-ce qu'il y a un truc que t'aimes le... Après, tu peux apprécier tout à peu près à égale valeur aussi, hein, c'est ça qui est... C'est plus le hors production qui est les autres casquettes, donc la partie comptabilité. Donc ça, c'est pas du tout mon point fort, mais on est obligé en tant que freelance. Ouais. Je pense qu'aucun freelance dit j'adore faire ma compta, déclarer mon URSSAF. Sinon t'es comptable en fait. Ouais, c'est ça. Sinon t'es comptable. Exactement. Sinon t'es comptable, tout à fait. Ouais. Non, la partie comptabilité, même commerciale, même si j'essaye de l'avoir, mais pareil, il faut quand même avoir cette partie-là. Et ouais, pour moi, c'est la comptabilité que je déteste. Compta admin un peu, Le truc, tu dis, j'ai aucune valeur ajoutée. Et encore, vu que je commence, j'ai pas forcément les moyens de sous-traiter ça à quelqu'un. Donc bon, pas encore. Tous les mois, je le fais. C'est toujours la partie un peu pénible. C'est clair. Toi, il y a un truc... sur la chaîne de production. Ouais. Oui, je veux savoir, Victor. Oui. Victor va me dire, quand j'ai pas de flan sur mon bureau à côté. Ouais, ça, je suis vraiment triste. C'est plus ou moins comme Constance. C'est vrai que c'est vraiment période de rush sur le tournage. Des fois, tout dépend. T'es dans un festival ou t'es vraiment chez un client où il faut que ça aille vite parce que t'as que une demi-journée à tout rentrer. Et des périodes un peu plus calmes de montage où là, t'es chez toi ou dans un cowork et tu prends le temps de tout bien faire. Donc ouais, c'est vraiment la balance en fait. La balance de rush et un peu plus posé. Et c'est vrai que j'aime bien ça. Et puis globalement, on sous-estime aussi, j'essaye de moins en moins de sous-estimer la partie pré-production. Notamment sur des prods corpo. Où faut bien voir avec le client, faire notamment aussi peut-être des repérages au niveau des prises de vue, voir avec qui est dispo, lesquels des interlocuteurs est le plus à l'aise à la caméra. Donc vraiment, cette phase de sélection, phase de questions aussi, les interviews, préparer les questions en amont. Donc tu prépares tes questions en fonction du secteur d'activité et de ce que tu veux faire passer comme message dans les vidéos. Et donc t'aiguilles, tu fais 5-6 questions, tu montres au client, est-ce que vous avez pensé à d'autres questions à rajouter, etc. Donc cette phase de pré-production qui est hyper intéressante pour que la vidéo après ait du sens. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est vraiment une partie très importante, vraiment dans tout secteur en fait, pas uniquement corpo. Ouais, bien sûr. De toute façon, plus tu prépares, moins t'as d'aléas sur le tournage, donc plus ton montage va vite. C'est clair que si t'arrives t'as un couac au tournage et tu dis on verra en post-prod, ça veut dire que potentiellement ça n'a pas été bien anticipé avant. Alors laisse tomber. Moi j'ai déjà dit ouais, on verra en post-prod. Oui. Non, ça rapporte un stress un peu. Personne n'a réussi à faire... T'es pas monteur dans le cinéma. En commentaire, dites-nous si vous avez déjà réussi à vous sauver d'une situation. On verra ça en post-prod parce que je veux bien savoir. Moi, j'ai malheureusement peu d'exemples de franche réussite là-dessus. Ouais. Non. Mais du coup, à contrario, c'est que la phase de pré-prod, en fonction aussi des clients, ça rajoute un certain coût, mine de rien. Ouais, bien sûr. Donc, des fois, t'essayes de la limiter au maximum tout en restant le plus pro et d'avoir le meilleur livrable possible. Mais ouais, c'est vraiment une phase à ne pas négliger, que j'aime aussi, plus dans le domaine, moi, de mes projets perso. Comme disait Dylan, salut Dylan, Dylan Moron, qui est formateur aussi à l'école, la phase de pré-prod hyper importante, parce que, notamment, dans mes projets perso, je me perds. Tout va bien. Où j'ai fait un clip de rap pour un pote, et donc on a dû faire des repérages. J'ai fait un moodboard aussi avant pour l'ambiance générale que je voulais. Pareil, j'ai regardé tous ces textes de sa musique pour bien voir en fonction des paroles quel plan pour aller le mieux avec. Donc vraiment une phase d'observation, de prise de recul avant de rentrer directement dans le tournage où des fois sur le qui-vive, tu penses pas à tout. Donc pareil, moi j'ai mon moodboard que j'ai fait sur FigJam, donc c'est pareil que Milanote, etc. Tous ces outils de tableau blanc. Il y a Miro aussi. Donc je fais ça à peu près avec plusieurs screens que je prends de prod que j'aime bien, que ce soit pub, rap, bref, il y a plein de sujets. Et je me perds dans mes idées. C'est fou. C'est normal, c'est le premier, tout va bien. Et en gros, toi, tu accordes un gros... tu fais un gros travail en pré-prod pour être sûr et certain qu'après au tournage, tu maîtrises à peu près tout, ou que tu arrives à avoir de quoi rebondir si jamais il y a
un truc qui se passe pas bien. C'est ça. Donc tu m'as remis sur les rails. Et je me fais aussi une shortlist. Ouais. Donc plus ou moins la valeur de plan que je veux, si c'est en slow-mo, si c'est en vitesse réelle, et le cadrage. Donc voilà, je me fais une shortlist, un moodboard. Et j'ai encore jamais fait de storyboard parce que j'en ai pas vraiment eu l'utilité. Et puis j'ai des compétences en dessin qui sont égales à -12. Donc niveau storyboard, un peu galère. Je sais que maintenant il y a des outils qui permettent d'un peu de simplifier. Mais moi je suis pas forcément à l'aise avec ces outils. Donc moodboard et shortlist. Ça permet d'avoir déjà un premier aperçu et ne pas y aller la fleur au fusil. Parce que ça, il n'y a pas forcément de plus-value. Non, bah non, c'est clair. En fait, moi je me suis rendu compte assez récemment du temps que tu gagnes en fait à faire ta shortlist. C'est tout bête, hein, mais le temps que tu vas prendre à faire ta shortlist, c'est juste tu gagnes du temps à pas réfléchir sur le tournage à qu'est-ce que je fais. Et même pour les vidéos qu'on fait sur YouTube, quand je finis de rédiger mon script, maintenant, à chaque fois, j'essaie de me mettre sur une note papier à côté ou quoi, tous les idées de plans que je vais avoir pour illustrer ce que j'ai dit, parce que sinon tu t'en sors pas. Et si t'attends d'avoir fait ton dérush et ton premier pré-montage pour dire alors, j'illustre comment. YouTube, ça passe, je suis dans mon studio, je peux refaire les plans, je peux sortir, mais avec un client, tu peux pas lui dire alors on le fait en 2 fois, parce que perte de temps pour lui, perte de temps pour toi. Il y a peu de contexte ou de justification qui vont justifier que tu reviennes 2 fois faire 2 types de prises de vue complètement différentes, quoi. Puis c'est dur de penser à tout le jour J sur le terrain, entre tes réglages, tes shootlists, penser à est-ce que tout est bien chargé, est-ce que tes disques durs sont vides, une charge mentale. Il y a tellement de choses à penser que au moins la shootlist, ça te libère un poids et t'as déjà des idées. Et puis si t'as un petit doute, hop, tu reprends ta shootlist, tu regardes tes plans. Et après, ça se trouve même sur le terrain, tu dis ah tiens, j'ai pas pensé ça avant, on pourrait faire ça en plus. C'est clair. Ça débloque plus facilement, je trouve, et un stress en moins, quoi. Au moins, t'as l'essentiel. T'as 75% des plans classiques que tu vois partout, plan large, plan moyen, plan serré, des petits travelling, des petits trucs. Au moins tout ça c'est fait, et tu peux te concentrer avec tout le temps que t'as pas perdu à réfléchir à ce que tu vas faire comme plan classique. Tu peux le passer à réfléchir à ce que tu vas faire comme plan un peu plus poussé, quoi. Et ça, c'est ça. Je trouve que c'est trop bien. Il faut se laisser, faut pas non plus être braqué sur sa shortlist. Non, bien sûr. Faut aussi avoir sur le terrain, je pense à ça, ça peut être bien, ça peut être stylé. Et des fois, le plan que t'as pensé sur le moment, il ira dans le montage final, alors que le plan que t'as pensé, il n'était pas forcément fou. Mais voilà, se mettre la shortlist comme vraiment un cadre, et puis après, pas hésiter à aller au dehors si on sent que ça peut le faire. Toi, tu parlais du coup juste avant là, de moodboard par rapport à des inspi. Je voulais que ça nous fait une petite transition sur un autre sujet que je voulais aborder. C'était un peu la partie consommation de contenu, parce qu'en tant que vidéaste, on produit du contenu, nous encore plus avec Grain sur YouTube, mais sur la partie, moi je regarde pas mal d'autres contenus à côté pour trouver des idées, voir des sujets intéressants, et même pour les prods que je fais pour mes clients, voir des inspi et des références. Et du coup je voulais voir un peu, vous, c'était un peu quoi votre méthode. Mais avant ça, j'ai une petite question. Est-ce que vous savez sur YouTube quel est le média, le support le plus utilisé maintenant? Comment ça? En termes de YouTube, c'est regardé en majorité sur quoi? Moi je dirais téléphone maintenant. Il y a la télé maintenant. Je dirais téléphone, c'est téléphone 1, télé 2. Ça ok. Et moi, je vous avoue, YouTube, alors je regarde quand je suis à mon bureau, mais quand je suis à mon bureau, c'est plus YouTube en mode je regarde activement pour prendre des refs. Mais c'est vrai que maintenant, quand je veux me poser devant YouTube et regarder du divertissement ou truc, télé. Appli YouTube sur la télé. Alors qu'avant, ça aurait été téléphone ou je serais resté sur l'ordi, mais là. mais par pitié. Hein? Par pitié, YouTube sur la télé, il y a des pubs toutes les. Ouais. On est d'accord. Mais ça, c'est si tu prends pas l'abonnement, malheureusement. Ah oui, mais toi, t'es sur le premium. Tu premium en Turquie. Technique VPN, on connaît, mais voilà. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Mais ouais, non, c'est. Ça, j'avoue, je sais pas, donc je vous laisse. Si t'as pas YouTube Premium, la télé, c'est. YouTube sur la télé, c'est un enfer. Ah ouais? Ouais. Moi, je passe par une Android TV et je passe par l'API de YouTube et il n'y a pas de pub. Ok. Petite technique d'optimisation. Ouais, c'est ça. Petit tuto à venir sur la chaîne. Un truc de geekos, mais ça permet de. Ouais, parce que c'est vraiment infect. Je vous jure, c'est vraiment infect. En tout cas, si je dis ça, c'est vraiment la télé qui devient deuxième, voire peut-être même premier. Il faudra que je revérifie la source, mais au moins deuxième, c'est sûr. Ça montre vraiment l'évolution du mode de consommation. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en gros, les contenus ils sont devenus de plus en plus courts. Et j'ai l'impression qu'on revient maintenant sur des formats de plus en plus moyens, voire longs. Quand je dis moyen, c'est durée à peu près moyenne, mais avant, genre une vidéo de 20 minutes, il y en a qui allaient se dire 20 minutes c'est trop long, je peux regarder 4 vidéos de 5. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens maintenant ont de plus en plus de facilité, vu qu'ils sont dans un cadre posé, devant la télé, sur le canapé ou quoi.
à regarder des formats plus longs. Je sais pas si vous regardez plus de formats longs aussi maintenant. Est-ce que c'est aussi peut-être l'arrivée de faire tout ce qui est plateforme Netflix et tout, où tu avais tous les films à dispo qui s'est déplacé sur YouTube. Je sais qu'en tout cas, moi, avec ma compagne, quand on regarde YouTube, on va regarder beaucoup plus de formats longs et on va aller choisir ce qu'on regarde plutôt que de se dire je vais regarder le plus de contenu possible dans l'heure sur laquelle je peux me poser pour regarder la télé. Je sais pas vous comment je suis plus team format long comme ça, t'es posé, enfin tu as plein d'infos, mais c'est vrai que si tu mélanges, je sais pas, X et X vidéos, moi je pense que je me perdrais dans toutes les différentes infos, qu'au moins dans une, au moins c'est clair, c'est le même personnage, c'est le même interlocuteur, tu te perds un peu moins, je trouve. Moi je suis d'accord. Et moi c'est... Si t'as pas envie de... Si, mais c'est... changer de sujet si tu veux pas. Moi c'est totalement hybride dans le sens où je peux vraiment regarder YouTube sur mon tel quand je suis en déplacement ou que je suis pas forcément chez moi. Et donc là, soit je mets mes écouteurs, soit dans le train, peu importe. Et donc là, je me pose sur des vidéos moyennes à courtes. Et après, c'est vrai que quand t'es devant la télé, tu te dis, t'es plus posé. Tu peux regarder facilement des vidéos de 30-40 minutes. Et pour rebondir sur ça, tu disais qu'il y avait beaucoup de contenus courts et peut-être maintenant beaucoup de contenus longs. Et les contenus moyens, ils sont possiblement moins regardés presque. Tu vois, les contenus à 20-30, ils vont pas être regardés, alors que des contenus d'1 heure, 1 heure et demie, ils vont être plus facilement regardés parce que les gens vont dire, ok, je me pose 1 heure et demie, 2 heures, au moins c'est fait. Que 30 minutes, c'est un peu... c'est un peu le format bâtard, on dit je me pose pas. Ouais, ça, parce que 30 minutes, j'ai le temps. Ou alors c'est vraiment le soir, mais tu dis, ok, je sais pas, nous le soir, on est dans la télé à peu près à 1 heure et demie, 2 heures entre le temps de manger et puis après d'aller se coucher. Par exemple, tu dis, ok, 1 heure et demie, je lui fais 3 vidéos de 30 minutes, ou alors une vidéo de 1 heure, et après il me reste 30 minutes, mais en fait, du coup, tu te retrouves à il y a cette vidéo-là, mais elle fait 20 minutes, donc il va peut-être me manquer 10 minutes. Je comprends ce que tu veux dire, c'est que les formats un peu intermédiaires sont peut-être plus compliqués à caler, on va plus le regarder. Je sais pas, moi, dans ma liste, à regarder plus tard, il y a tellement de trucs, parce que je me dis, pareil. Ça, je vais le regarder plus tard, et puis en fait, c'est un empilement. Alors, je pourrais tout regarder, ça me ferait l'heure et demie, mais j'ai pas l'impression d'être gagnant si je vais regarder 150 contenus de 1 à 2 minutes pour combler un gros creux, quoi. Mais c'est vrai que ces contenus-là, ça prend de plus en plus de place, et on le voit, tous les youtubeurs francophones ont des formats de plus en plus longs et qui sont regardés. Quand tu vois par exemple le format imposteur de Squeezie, c'est un truc qui dure super longtemps, mais le format est tellement bien conçu et tellement bien pensé qu'en fait tu vois pas le temps passer. Et tu dis, mais en fait, ça remplace presque les émissions de télé, parce que les créneaux d'émissions de télé, tu vois, je prends les jeux télé de midi, de midi à 12h50, ça dure 50 minutes, ça se remplace maintenant chez les plus jeunes par ce type de format-là, et au lieu de regarder Question pour un champion, t'es vraiment vieux quand tu fais ça, mais tout le monde veut prendre sa place ou quoi, tu regardes un autre contenu aussi. Ouais, mais alors dans ce cas-là, je suis vieux aussi, parce que j'aime bien regarder. Petit plaisir. Mais voilà, ces contenus-là, tu les remplaces. Et du coup, en fait, j'ai amené tout ça, c'était pour parler de la consommation de contenu. Est-ce que vous avez des créateurs, des créatrices qui vous inspirent et vous vous dites, waouh, cette vidéo, elle est vraiment cool parce que techniquement c'est bien fait, ou parce qu'il y a plein de plans créatifs, ou parce que le sujet est hyper intéressant. Et est-ce que vous avez comme ça des créatrices, des créateurs vers lesquels vous allez revenir souvent pour rester inspiré et rester un peu à jour sur ce que vous pouvez faire vous après dans vos propres contenus? C'est vrai que pour ma part, depuis le début, ça a toujours été Lucas Bosc. Il est trop fort, c'est trop beau. Depuis le début, je le suis. Et régulièrement, je regarde un peu ses dernières réalisations. Et en termes de transition, de dynamisme, je trouve que c'est une belle référence pour justement décortiquer quelques moments. Je regarde tout le temps, je me mets tout le temps à jour. Là, j'ai vu qu'il a ouvert une seconde chaîne, un nouveau réseau par rapport à son agence. Et je regarde très régulièrement ce qu'il fait. Là, depuis peu, je connais aussi maintenant Dylan Moreau. Donc pareil, depuis le module vidéo commerciale, pareil, maintenant, je me balade un peu sur son Insta, je regarde un peu ce qu'il fait. Ça me parle, ce qu'il fait aussi, ça me parle. Puis il est actif, Dylan, c'est propre ce qu'il fait. Donc c'est de bonnes inspirations, je suis assez d'accord. Donc petit à petit, je trouve mes petites refs et j'ai un peu fidèle aux mêmes personnes, mais parce que tout ce qu'ils réalisent, ça me parle, c'est dynamique et ça me plaît. Ça te fait un socle de créateurs de référence, entre guillemets, auquel tu peux te référer. Super le double mot, bravo. Mais tu peux revenir voir ce qu'ils ont fait, te dire, ah vas-y, ça, je vais le tester. Je vois, par exemple, tu parlais de Dylan dans la vidéo qu'on a faite sur YouTube où on met en avant une pub de parfum. On a croisé des abonnés au salon de la photo qui ont dit,
après qu'il ait fait sa vidéo, là, il a parlé de la lumière, je l'ai acheté tout de suite. Et puis les effets, j'ai vu après pas mal de gens après qui faisaient des contenus dans l'école et qui demandaient des retours. J'ai vu un peu plus de slow shutter, de petites techniques dont Dylan avait parlé. Et je me dis, bah tu vois, c'est des références intéressantes à avoir et à garder en tête, quoi. Ouais, t'as envie de les tester en fait. Et tu le vois, tu dis ça a l'air trop bien, faut que je teste, let's go. Et tu le tentes et c'est ce qu'il faut faire. Une fois, il faut s'entraîner et tu pratiques. Et... C'est pas pour rien que Victor, notre slogan sur la chaîne, c'est sortez et faites des vidéos. Ouais, tout à fait. C'est bien ça. Bah ouais, c'est ça, non, parce que c'est important. Enfin, la technique, c'est bien, mais c'est vrai que pratiquer. Mais il faut savoir après quoi trouver. Toi, tu regardes peut-être plus sur Insta, sur YouTube, ou t'as un peu les deux? Moi, c'est les deux. Moi, c'est YouTube, Insta et Vimeo. J'entends de plus en plus de monde parler de mais c'est Vimeo. Je trouve ça, le lecteur est dégueulasse. Enfin, la navigation est immonde, mais c'est où il y a les plus belles prods, je trouve, parce que c'est où tous les réals indés ou même de boîtes de prod se mettent. C'est où il y a vraiment pour moi les plus belles prods. Donc Vimeo, YouTube via l'algo, qui en fonction de ce que j'ai regardé avant, des prods que j'ai regardé avant, m'en mettre sur mon fil d'actu. Et aussi Insta qui est avec les Reels, qui peut être une bonne source d'inspi. J'ai pas vraiment de créateur phare. Je sais que j'aime bien aussi Lucas. Il est vraiment très bon. Il est trop fort. Je me suis bien inspiré de lui. Dylan, j'aime bien aussi. Et après, c'est des créateurs / réal américains, français. Je sais qu'il y a Basile Mono qui a fait le documentaire Inextag, Kaizen. Ok. Il y a Benoît Marzouvillian aussi. C'est celui qui a fait le spot pub à l'intérieur de... Oh, ok. Je l'ai pas regardé encore. Il faut que je regarde Kaizen, mais à 2h30, il faut que tout le monde me dit c'est trop bien, c'est incroyable. Ils ont été forts. Donc le spot pub à l'intérieur où ils mettent les sponsors, Nike, Fitness Park, etc. Okay. Donc, trop bien. Vraiment trop solide la prod. Vraiment très très belle. Et après aussi des comptes des créateurs, réalisateurs américains. Okay. J'ai pas forcément les noms en tête, mais j'ai ma petite playlist sur YouTube de références inspi. Et toujours avoir un petit stock d'inspi comme ça. Ouais, c'est bien. C'est pas forcément même pas forcément plus pour copier, parce que ça, c'est pas intéressant, je trouve, de simplement copier, mais juste d'essayer de décortiquer, comprendre comment chacun a fait. Je trouve que c'est, de faire de l'ingénierie inversée de, ok, voilà, ça c'est le résultat final, il est passé par quelles étapes potentiellement pour arriver aux idées de départ, pour qu'après moi je puisse venir le refaire à ma sauce, ou juste pour m'entraîner, ou prendre une partie et la mettre dans ma prod. C'est vrai qu'il y a de toute façon, ça sera jamais copié exactement pareil. Tout le monde se copie plus ou moins, mais chacun a son résultat différent. Bien sûr. Je sais que si j'utilise un effet qu'un créateur, un réalisateur utilise, ça aura pas forcément la même finalité, ni le même impact, etc. Donc, Puis tu vas vraiment t'en servir parce que, pour le coup, dans ton montage, dans ta vidéo, c'est justifié et tu ne fais pas juste... Attention à ça d'ailleurs. C'est ce que je disais juste avant qu'on commence, j'ai une petite question un peu en off, c'était les trends ou les choses qu'on voit dans la vidéo que... on en a marre. Enfin, moi, il y a des trucs que je peux plus forcément voir. Tout ce qui est transition en post-prod avec du zoom d'un plan A qui est un plan de paysage à un plan B qui est autre chose qui n'a rien à voir. Je trouve qu'en fait, c'est juste mettre une transition, effet, et mettre un effet pour un effet. Si ça apporte rien, autant mettre juste un cut. Un simple cut. Et là, moi, je commence à être embêté parce que j'ai de plus en plus de mal avec tout ce qui est light leaks et les petits trucs comme ça, les effets de lumière ou quoi. Parce qu'on les voit aussi, pareil, de plus en plus. Et c'est pas forcément justifié. Et ça me refait me dire à chaque fois qu'en fait, un cut simple, ça peut être largement suffisant pour... C'est un suivi de plan logique. C'est ça. Faut pas... Mais quand on débute, on a souvent envie de placer une transi parce que tu trouves que ton montage est plutôt fade et tu dis, bon, c'est des cuts, mais ça fait pas vraiment... Je suis pas vraiment monteur ni vidéaste parce que... Tout le monde peut le faire, des cuts. C'est ça, ouais. Et il faut pas avoir cette peur de se dire un cut, en fait, il n'y a rien de mieux. Non, c'est clair. Il faut juste avoir un suivi de plan qui soit naturel, qui raconte quelque chose. C'est ça. Plutôt qu'un effet dégueu qui vienne même gâcher ta vidéo. Bien sûr. Plus qu'un simple cut, tout simplement. Je suis tout à fait aligné avec ça. C'est vrai que dans la formation, on fait des feedbacks aux personnes. Et c'est vrai que là, sur la dernière session, j'ai fait pas mal de fois le retour de pensez bien à votre histoire, pensez bien... Même s'il n'y a pas une histoire, quand on dit une histoire, c'est pas comme le cinéma avec un scénario et tout, mais que l'enchaînement de vos plans soit logique et que ça donne pas l'impression que ce soit juste plan A, plan B, plan C, mais qu'il n'y ait pas de lien. Tu vois, il faut que ça soit plan A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, et que tout s'enchaîne de manière logique. Tu vois, typiquement, si on reprend l'exemple, vous en avez parlé de vidéo événementielle,
t'as plein de manières de le faire, mais la plus simple, c'est de le faire dans l'ordre chronologique. Et du coup, tu vas dire, ok, tout ce qui s'est passé à 9h, tout ce qui s'est passé à 10h, à 11h, etc., etc. Ou alors, l'autre façon, enfin, moi, c'est la manière dont je vois, mais après, peut-être que vous avez d'autres trucs que vous direz après, mais c'est par thématique. Les stands, les gens, les animations, avec du contexte au début et du contexte à la fin. Mais du coup, tu vas tout grouper par thématique. Mais tu as un schéma qui se répète et qui est cohérent. Et après, il y a peut-être un troisième que j'oublie et qui est encore je dirais, toi, une intro avant de commencer ta vidéo. Typiquement, dans l'événementiel, par exemple, dans les contenus de mariage, moi, je fais souvent 2 vidéos. Donc, une longue, vraiment le film, où là, ça fait vraiment la journée chronologiquement. Et je propose aussi un teaser. Et là, le teaser, il n'y a plus de chronologique, c'est vraiment quelque chose de plus dynamique. Donc, par exemple, ça peut être une intro très dynamique, on arrive directement dans la soirée et on se dit, ok, comment on est arrivé là? Et là, je reconstruis un peu rapidement la journée, mais que les moments les plus forts. Et du coup, je me dis, la petite intro avant de faire une vidéo, ça peut... au moins, il y a de l'impact, je trouve. Ouais, c'est clair. Pareil, après, voilà, ça dépend du parti pris. Si tu veux faire chronologiquement. Ça se tient, ou lieu par lieu. Là, tu as vraiment ce côté hook, tu viens agripper les gens à ta vidéo et ils la regardent après. Non, c'est vrai que c'est une bonne. Je pense pas assez à le faire, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaie de le faire. Tout dépend du projet. Ouais, bien sûr. Ça, Et puis, du sujet. en fonction de ta musique aussi. Enfin, je sais que je t'ai montré une des prods que je suis en train de faire, c'est l'importance de la musique aussi dans les prods, dans le sens où, en fonction de la waveform de la musique. Du climax et après où ça redescend un peu. Donc il faut vraiment bien jongler avec ça. Non, c'est clair. Là, dans ce que tu m'as montré, si on prend 2 minutes là-dessus, c'est vrai que son montage n'était pas fini, il manque des plans sur la fin. Tu as fait la première moitié. C'est ça. Mais en fait, tout s'enchaîne de manière logique sur le rythme de la musique et ça, je trouve ça trop bien d'avoir quelque chose de bien pensé. Et tu as ce côté quelques plans au début où ça vient de t'accrocher parce que les 2-3 premiers plans sont... assez intéressant, enfin t'as fait un effet un peu vertigo, Stranger Things dans la forêt. Tu vois pas encore les gens courir, tu vois pas les gens se préparer, mais t'as des 3-4 plans au début qui viennent intriguer, te dire ah ok intéressant, je veux voir la suite. Qu'est-ce que c'est ça. Et ce que tu disais sur la musique, tu vois la musique que t'as mis en deuxième partie, t'as pas de plan dessus, mais par rapport à la musique et par rapport à comment t'as construit ton récit avant, je te l'ai dit, là tu vas mettre des plans où on va les voir arriver, ils vont être contents, ils vont être fatigués, ils vont être explosés parce qu'ils ont couru pendant je sais pas combien de temps. Mais tu vois, tu le comprends tout de suite avec la musique et la musique, du coup, quand tu auras les plans, viendra augmenter encore plus ce sentiment. C'est ça. Alors que si tu mets une musique tropical chill vacances après, t'as pas du tout le même effet, ça fera peut-être plus cheap. Ouais, total. Même si c'est une musique hyper joyeuse, ça colle pas. Après, ça, c'est un truc. Je peux passer des heures. Avant, je pouvais passer des heures à chercher une musique. Maintenant, j'essaie de me dire, ok, celle-là, j'ai un bon feeling. Ok, vas-y, je pars dessus, ça colle. C'est ce qui m'a duré le plus de temps à choisir la musique. Et aussi, il faut pas avoir peur à mixer la musique, dans le sens à cutter en fonction du rythme que tu veux mettre. Ça, c'est dur à faire, c'est une gymnastique. Faut bien écouter la musique, l'écouter 3, 4, 5, j'ai écouté, je pense, 20 fois la musique, pour dire, ah, ok, là, il y a une répétition de notes qui fait que je peux cutter et mettre le bout juste avant pour gagner 10 secondes et faire arriver le climax 10 secondes avant. C'est vraiment une technique à vraiment adopter, qui permet du coup de mieux rythmer la vidéo et de pas faire durer 10 secondes de plus parce qu'il fallait faire durer 10 secondes de plus. Ça, en fonction de toi, de ta vision, s'il faut que ça soit 10 secondes avant, essaye de faire en sorte que ça soit 10 secondes avant. Après, il y a des musiques qui le permettent pas parce qu'il y a vraiment trop de changements de tonalité et de rythme qui fait que ça ne matche pas du tout. C'est clair. Et pour revenir, notamment au mix de cette vidéo, je sais que Premiere Pro fait un truc automatique. Et avec tu raccourcis en fonction de la distance que tu veux. Remix, ça c'est assez bien, mais il y a un peu de limites, notamment sur cette musique que je voulais. Ça faisait vraiment de la merde. C'est pas forcément. Et donc je l'ai fait à l'oreille et ça marche plutôt bien parce que t'as pas remarqué les cuts, donc ça c'est la petite victoire. C'est vrai que j'ai écouté au casque, je les ai pas remarqués. C'est vrai que c'est un truc pas évident, pour avoir un peu un sens du rythme, pour savoir où est le temps fort de la musique et pouvoir couper et faire que ça matche. Mais après il y aura plein d'outils de toute façon dans courant de l'année prochaine, je pense, toutes les innovations. Ça vous fait peur ça un peu ou pas, toute cette partie un peu intelligence artificielle, ou vous la voyez plus comme une force qu'il faut apprendre à exploiter pour aller plus vite et faire encore mieux? Je pense qu'il faut l'utiliser en tant que force, mais je pense pas que notre métier soit trop... Enfin, ça va être un peu impacté, mais on va pas être
non plus totalement remplacer. Par exemple, il y a des situations où on a besoin de voir quelqu'un, une personne ou un produit, mais on ne pourra pas totalement être effacé en tant que vidéaste. Peut-être plus la partie photographe, par exemple le shoot produit, où là ça impacte déjà... graphisme, tout ce qui est image fixe. Ouais, ça fait un peu peur. Mais je pense qu'on aura toujours besoin de la vidéo, notamment pour tout ce qui est un peu souvenir. Ouais, bien sûr. Même les interviews, enfin, on a besoin de voir quelqu'un, donc il faut la caméra, il faut un vidéaste. C'est clair. Mais si à l'avenir les logiciels aident sur des raccourcis de transition ou d'effets, peu importe, c'est clair. Ça sera, nous, en tant que vidéaste, pour le coup, ça sera un gain de temps énorme. Et on voit que ça commence petit à petit à se mettre en place, donc faut le voir en tant que force, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vois, Premiere Pro, Adobe, ils ont annoncé là récemment, tu peux rajouter quelques frames secondes en plus à la fin de ton rush si t'as coupé trop tôt. Alors c'est bien parce que du coup ça te le permet, mais du coup je pense que ça nous permettra aussi de nous dire en fait on va essayer de pas couper trop tôt et vraiment de penser ton plan de A à Z, de quand tu le démarres jusqu'à quand tu l'arrêtes, et de dire c'est pas grave si j'ai 2-3 secondes de trop au début, 2-3 secondes de trop à la fin, je pourrais les couper, mais il vaut mieux les avoir que de pas les avoir, de devoir les rajouter. Vraiment l'ultime c'est ça. Ultime recours. Puis ce côté ce que tu dis, le côté authentique, aujourd'hui j'ai du mal à voir l'IA réussir à le reproduire aussi bien que nous on pourrait le faire. Après, il y a une partie de ma tête qui se dit on va se faire quand même dépasser. J'ai un peu cette crainte-là, mais je me dis de toute façon, le côté authentique aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui ou dans les peut-être 2 prochaines années que l'intelligence artificielle sera suffisamment intelligente pour faire passer des émotions dans une vidéo comme nous on pourrait le faire. Je me vois peut-être la face, mais. Je suis d'accord. Et là, dans 3 ans sur X, il y aura cet extrait en mode. Mais regardez, il disait que le boomer. Le vieux boomer. Le mec se voile la face complète. Mais le côté rapport humain, de toute façon, on ne pourra jamais l'avoir de manière aussi surtout concrète. Le sens fait du mariage, donc... typiquement, ce secteur-là, c'est impossible que l'IA vienne dans le mariage. Non. Je pense plus le côté produit, là, ça pourrait l'impacter. Surtout du shoot studio où il n'y a pas trop d'effets derrière, c'est quelque chose d'assez neutre. Mais sinon, le reste, je pense que ça peut encore... aujourd'hui, c'est pas en danger, en tout cas. Aujourd'hui, c'est clair. Mais je me dis, ça sera peut-être quelque chose où ça va être accessible à de plus en plus de monde, l'IA, où plus de personnes pourront faire des vidéos assez quali sans avoir des skills très importantes. Je pense que ça va être un gain de facilité pour d'autres personnes. Ça sera rendu plus accessible. Ça est déjà de plus en plus. Bon, quand tu vois la facilité que tu as un audio. Alors là, aujourd'hui, on est dans un setup parfait, donc l'audio est nickel, mais tu es dans un setup interview un peu en extérieur et tu as raté ton audio. Aujourd'hui, avant, retraiter le son parce que tu as un bruit de vent ou un petit bruit, un petit pchit, un petit bruit blanc, il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est devenu de plus en plus simple avec les innovations dans les logiciels. Et là, aujourd'hui, tu as des IA qui, comme dans Premiere Pro, Enhance, ça te synthétise ta voix, ça fait la transcription de ton texte, et du coup, par rapport au texte et la voix qu'il a synthétisé, ça te remet le truc et ça te redonne un texte clean. Ça, c'est ouf, quoi. C'est tout, tu dis, il y a 3 ans, ça aurait pu sauver certains reportages, certaines interviews, parce que... et là, il fallait un peu plus de compétences pour aller utiliser les outils dédiés de réduction du bruit, réduction d'écho, mais qui n'étaient pas... si tu sais pas les utiliser, ton résultat, il est pas bon, quoi. Mais ouais. En tout cas, c'est bien, ça remet un peu le sujet qu'on disait au début, c'est la formation en continu, c'est important, et on va se former, je pense, différemment, plus forcément sur des techniques pures de vidéo, mais sur l'exploitation de tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui pour nous faciliter la tâche, quoi. Total. Ça va être... c'est déjà... L'IA sert plutôt maintenant comme un assistant à gain de temps, directement intégré au logiciel, comme on disait, remix de voix, quoi d'autre, rallongement de plan. C'est clair. Et même, quand on reprend la chaîne de prod, ta prospection, tu peux demander à ChatGPT de t'accompagner pour avoir les grandes lignes de choses que tu peux aborder dans un rendez-vous client ou automatiser tout l'envoi de la post-prod et des factures et tout. Enfin, c'est une facilité. En fait, c'est vraiment des tâches où on avait, en tant que créatif, je trouve, peu de valeur ajoutée. Et du coup, c'est bien qu'il y ait des solutions qui nous permettent de nous concentrer vraiment sur là où on peut être le plus créatif et là où on a vraiment notre patte à mettre dessus, quoi. Oui, complètement. Je pense qu'on est pas mal. Je vais voir si j'ai des petites questions. En plus, j'avais un truc... Dis-nous tout. Non, j'avais des petites questions un peu sur un peu l'évolution de votre activité, mais on en a déjà parlé là, un petit peu là. Moi, j'ai une dernière question un peu plus... cas de figure, réflexion, pas mini-jeu, mais
tu conviens de quelque chose avec un client, et sur le tournage, il te dit on peut faire ça. Sauf que tout ça sort du cadre du devis. Ouais. Et du coup, je voudrais un peu savoir comment vous réagiriez par rapport à ça. Tu te braques, t'accompagnes. Entre les deux, je pense qu'on est plus en entre-deux, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as envie juste de dire non et de dire non, désolé, on a passé 2 heures en pré-prod à voir ça, on fait ça. Parce que, jusqu'à où vous seriez flexible pour accepter C'est pas facile en vrai. Ça m'est déjà arrivé où j'arrive sur le tournage, donc on avait signé un devis, etc. On savait quoi shooter. Il y a la cliente qui est avec moi. Et puis il y a une de ses collègues qui est aussi sur le tournage. Elle n'était pas forcément prévue. Et elle vient me voir, elle me dit « Ah, mais tant que t'es là, on pourrait faire ça en plus, etc. » Et j'essaie de lui faire comprendre gentiment « Bah ouais, mais c'est pas ce qui a été forcément dealé en amont par rapport au temps et au devis. Voilà, ça rajoute quelque chose en plus. Mais pour justement garder un peu cette proximité et ce lien avec le client, pour pas au risque de le perdre après. Ouais. Donc j'ai fait en sorte de trouver un petit créneau de 30 minutes, 1 heure pour faire sa petite demande. Et comme ça, elle était contente derrière, elle avait le résultat qu'elle souhaitait. Mais c'est vrai que je pense en fonction de certains projets, tu peux pas. Je pense que c'est compliqué. Il faut trouver le bon, rebondir sur quelque chose de positif, même si ta finalité, c'est en disant non, désolé, on n'a pas le temps, c'est pas ce qui a été signé. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il faut faire attention à sur qui tu tombes. Ouais, parce que t'as vite fait de te remettre en question du style, mais est-ce que c'est moi qui ai mal conduit mon rendez-vous avec un client? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé aussi, toi, Victor, des cas de figure un peu comme ça, de se dire on a vu ça. Si. Alors je réfléchis, mais globalement, il faut mettre de l'eau dans son vin tout en faisant comprendre au client que c'était pas ce qui était prévu. Donc gentiment l'orienter, soit t'es cash dans le sens où on n'avait pas conduit ça, si vous voulez on peut faire ça, mais on rajoutera une ligne sur le devis et ça sera tant en plus. Donc ça, soit t'es cash, soit tu te dis est-ce que c'est 30 minutes ou 1 heure, est-ce que je peux pas me dire si c'est un bon client, si il est déjà client chez moi depuis 1-2 ans, ou alors que c'est une presta qui me fait entre guillemets un bon book et j'ai pas besoin forcément de rogner sur 1 heure de travail. Donc là, à ce moment-là, faire un geste donc de toi, si t'es ok avec tes prix, etc. Et sinon, si c'est déjà un budget assez restreint, que le client a déjà gratté plus ou moins 2-3 trucs sur le devis d'avant. Là tu te dis... C'est vraiment au cas par cas pour moi. Moi je suis assez d'accord aussi, pour moi c'est un peu la même chose. Je suis ok de faire 1-2 pas vers le client, surtout si c'est des gens... Moi j'accompagne beaucoup des clients qui se lancent, qui débutent, donc pour qui la communication, ils savent que c'est important, mais ils n'ont pas nécessairement le budget pour faire aussi bien que ce qu'on pourrait faire avec le budget limité, entre guillemets. Donc faire 1-2 pas, ça me dérange pas. Si derrière, en effet, ça peut me permettre, comme tu disais, de garder ce client-là en tant que client récurrent. Puis je peux faire 1 ou 2 pas au départ, 1 pas peut-être la fois suivante, et puis après ça va rouler, et puis on va réussir à se caler pour que dès le départ, mais attention à ne pas se faire manger non plus. C'est ça, bien sûr. On va dire oui à tout, c'est pas... non, c'est pas forcément la meilleure solution. Ça, c'est un skill, j'ai du mal à savoir dire non, sans me dire si je dis non, ils vont me jeter, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. À tout moment, on peut être remplacé, donc il faut un peu le chouchouter, mais il faut pas se faire avoir par dire oui à toute situation, sinon tu te fais manger. C'est ça. C'est clair. Puis en plus, ta relation avec le client est suffisamment bonne. Normalement, il peut comprendre que si tu dis non, c'est X, Y raison. Normalement, s'il est pas bête, il comprend. Moi, je pars du principe que ça coûte jamais rien de poser une question. Au pire, t'as non, mais savoir se positionner, c'est un peu... Surtout quand tu débutes, vu que c'était tes premiers projets, tes premiers clients, tu sais pas forcément comment te... c'est compliqué. Mais bon, au moins, t'apprends et les projets, ça te fait des petites lignes en plus dans tes CGV au fur et à mesure. Au début, c'était pas évident. Enfin, je me rappelle, moi, comment tu t'y prends, etc. Notamment relation client, business, etc. Au début, c'est toujours compliqué. Quand tu commences tout juste... t'as pas d'expérience passée, c'est vraiment ton vrai premier client facturé. Ouais, c'est clair. Tu dis oula. Donc c'est en faisant. C'est clair. De toute façon, faut se dire qu'au début, ça sera compliqué, on sera pas rentable J1, ou alors c'est parce que t'as fait des études dans le commerce avant et juste que tu te reconvertis et que tu sais, du coup, t'as déjà un peu plus la posture aussi qui te permet d'être plus ferme et plus ancré dans ce que tu vas dire, quoi. Mais pas évident. Je me rappelle, le tout premier projet là, dont je vous parlais, où j'ai supprimé les rushs, c'est pareil.
450 € pour 10 jours de travail. Alors, ça valait... Tu dis ça 20 fois plus, mais on m'avait dit ouais, c'est une petite asso, ils n'ont pas forcément beaucoup de budget, donc faut pas trop les allumer. Et puis dans le monde du festival, en fait, ils mettent beaucoup de budget sur l'orga, la sécu, et mine de rien, les artistes. Et après, l'image, c'est important, mais la plupart des photographes, en général, entre les gens avec qui j'échange, sont bénévoles, ou sont payés, sont au moins défrayés, mais ils gagnent pas grand-chose. Et en vidéo, c'est à peu près pareil. Donc voilà, moi j'ai mis un tout petit devis, mais c'était mon tout premier. Et je me suis dit, mais en fait, non, 450 €, c'est ce que je prends à peu près maintenant pour... et encore, c'est fourchette très basse. Ce que je prends pour une journée de tournage ou une journée de montage. Donc là, j'ai fait tournage, montage de 3 contenus, alors que là, c'était 1. Enfin, rien qui allait, mais du coup, je me suis dit, plus jamais... Voilà, ça fait des belles images, mais plus jamais ce type de projet. Si tu calcules au taux horaire, mine de rien... 45 € la journée. Ouais. Donc ouais, mais c'est compliqué, il faut commencer quelque part. Et voilà, je me dis... j'en fais une force. Maintenant, je sais que voilà, mon travail a telle valeur. Je peux descendre en fonction du besoin et si je veux accompagner le client. Mais il y a une limite basse à laquelle j'irai pas en dessous. Et j'essaierai de trouver d'autres moyens de faire en sorte que le client, lui, se sente... que le rapport prix-prestation soit à son avantage et pas trop à mon désavantage. Quoi. Mais le juste milieu. Pas évident, exactement. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour, c'est pas mal. On a répondu à toutes. Je pense, ouais. J'avais un mini-jeu, c'est combien de temps d'écran vous avez, mais moi je suis à peu près à... Attends. On peut finir par ça, tiens. Combien de temps d'écran vous avez sur, je vais te dire ça. Sur votre téléphone? Ah, sur le téléphone ou sur l'ordinateur? Moi, l'ordinateur, vu que t'as le travail, c'est... Ouais, parce que je dirais, Temps d'écran, moi j'avais un petit peu... j'ai pas mon téléphone sur moi. De tête à peu près. Ouais, tu peux les chercher, je pense, sinon... Attends, moyenne quotidienne. Mais c'est par rapport à lundi, du coup. Et là, on est... Tu peux, sur l'iPhone, tu peux passer à la semaine d'avant en faisant un petit swipe. Quand tu cliques sur moyenne quotidienne et que tu... Semaine, 4h30. C'est pas beaucoup. Ah ouais? Ouais. La semaine dernière? Ouais. 4h30? Plus 13% par rapport à la semaine précédente. Ah! Donc, tu vois, je devais être pas mal. Je dois à 4h. 3h59, 3h48. Et c'est quoi les apps que tu utilises le plus? Allez, dernièrement, c'est un YouTube, jeu mobile. Insta. Je sais pas, j'ai une lubie pour un jeu mobile, donc c'est jeu mobile. Sinon, c'est Insta. Insta, c'est une moyenne de 1 heure par jour quand même. Ah ouais? Moi, je suis à 4h59. Toi, vous êtes allé où? Tu vas dans paramètres et après tu peux chercher temps d'écran. Et non, par jour. Et puis après, c'est 1h30 de TikTok à la semaine. Je suis bien. Pas mal. Je suis bien. Pas mal. Mais je l'ai mis vraiment loin. Tu sais, faut swiper 3 fois pour aller chercher. La technique de... Moi, tu as YouTube, Instagram, ils sont pas sur mes homepages, il faut que je fasse un petit swipe vers le bas pour taper. Mais quand tu le vois pas sur ton écran, tu te dis, j'y vais pas. Un peu comme vous, 4h30. Tu vois, je suis à 5h. 1 heure, 2 heures sur Instagram. Enfin, ça va. Tout dépend où tu mets ton curseur. 2 heures sur la semaine sur Instagram? Bah ouais, apparemment. J'ai 5h10. C'est moi qui sur la semaine complète, mais j'ai 8h30 de YouTube. Après YouTube, il y a une partie de travail et tout. La vraie justification juste pour se rassurer, alors qu'en fait non, mais c'est vrai qu'on passe tellement de temps. C'est vrai que c'était un des sujets aussi sur lesquels je voulais finir, c'était le temps d'écran, mine de rien, en fait, le temps que tu perds à micro-checker ou aller faire des trucs. Moi j'ai installé une appli qui s'appelle Opal, qui me permet de verrouiller complètement les applications que je veux pas utiliser, parce que je sais que sinon de moi-même je peux pas... j'ai du mal encore à me restreindre, mais là au fur et à mesure je suis passé, j'avais à peu près 7 heures par jour en moyenne de temps d'écran, et là maintenant je suis à 5. Une journée de taf. Objectif, bah ouais, non mais de ouf. Mais oui, grave, une journée de taf, 7 heures. Je vais faire une journée à juste être sur le téléphone et à faire rien de productif, entre guillemets, quoi. T'as une journée de taf. Bah presque, ouais. Tout dépend où tu mets ta journée de taf. J'avais pas fait le lien, mais oui, une journée de taf, si, tout à fait. Après, c'est mélangé dans des tâches boulot et des tâches... Si je dois être honnête avec moi-même, pas tant. Ouais, mais ça se trouve, t'as 1 heure sur les 7. Ça reste énorme. Hein. Oui, non mais oui. Mais ouais, on a aussi un taf qui bien sûr. Qui se fait aussi un peu sur le téléphone. Quoi. Non, c'est clair. Mais tu vois, ce que je disais, c'est sur le téléphone, c'est plus un peu comme toi, le côté divertissement, téléphone ou télé. Et sur l'ordi, là, je pense que j'ai aussi un temps YouTube plus poussé, mais c'est parce que je fais des recherches pour des contenus, ou parce que je me forme, ou parce que je vais regarder des créateurs que j'apprécie dans ma niche pour essayer de progresser. Mais fléau de temps d'écran et l'attention, enfin... Ton temps d'écran augmente, mais ta capacité d'attention elle diminue, et ça c'est clair. Et là, vous avez regardé votre téléphone, il est quelle heure? Pour monter... Non, sans le regarder. Tu vois, on a regardé tous notre écran, je suis incapable de dire l'heure qu'il est, tu vois. Ah bah non, mais tu m'as dit une mission. Tu as dit temps d'écran. T'as regardé ton écran? T'as triché.
Il est midi 18. Midi 18, tu penses? Midi 21. Ok, bien vu. Mais voilà, c'est un petit sujet pour finir, parce que c'est assez intéressant. Mais je vois qu'on est à peu près pareil, donc je me sens un peu moins... me déculpabiliser un petit peu une journée. Une journée. Non, c'était pas mal. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense que Merci à toi. C'était bien intéressant. Merci pour l'invite. Ouais, avec grand plaisir. Ça me faisait plaisir d'avoir des gens qui ont fait... nous, on travaille ensemble au quotidien, Victor, parce que tu fais le montage pour nos contenus sur la chaîne YouTube et dans la formation. Mais surtout d'avoir des gens qui ont aussi suivi la formation, au-delà de la mettre en avant forcément, mais on part avec les mêmes raisonnements, je pense, et la même base de connaissances de contenu. Ça permet des échanges qui partent sur la même base, et puis après, chacun a ses sensibilités, mais tu as un socle commun sur la partie formation, et ça, c'était chouette. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Et puis, pour nous, on se retrouvera... on n'a pas encore décidé de la fréquence. Là, c'est vrai que c'est le premier épisode, c'est le pilote. Mais voilà, si vous avez des idées de personnalités, de personnes à inviter, de sujets, de discussions que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous laisser tout ça en commentaire sur YouTube ou à nous l'envoyer sur Instagram si vous écoutez ça sur les autres plateformes. Et puis, on reviendra régulièrement avec de nouveaux épisodes dispo donc sur YouTube et les plateformes classiques. Donc ouais, Constance, merci. Victor, merci. Je mets vos Instagram, vos liens un peu dans la description, où on essaiera de les mettre aussi à l'écran pour que vous puissiez vous retrouver, plus Instagram et puis LinkedIn. Toi, t'es pas mal actif, donc un mec de LinkedIn aussi. On mettra tous les petits liens comme vous voulez, vous m'enverrez ça et puis vous pourrez regarder parce que au-delà de toi, Victor, avec Grain, mais vous faites tous les deux du super contenu. Enfin voilà, les choses que je peux voir moi sur vos réseaux, je les trouve vraiment cool et c'est aussi un peu de mon côté des inspirations de choses que je peux faire mieux au quotidien. Donc voilà, tout est en description, vous pouvez les regarder, abonnez-vous, mettez des likes et puis abonnez-vous aussi à cette chaîne pour pas rater les prochains épisodes des podcasts et puis toutes les autres vidéos qu'on peut faire sur la chaîne et puis pensez au code Grain sur EPLN tout simplement.